Bonjour, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes 3 livres préférés de 2020. Alors il y en a que 3, entre guillemets, parce que en 2020 j'ai pas tant lu que ça. Et de toute façon, dans les 3, il y en a quand même 2 qui sont un peu des pavés, surtout un. Voilà, donc je vais vous présenter ça de suite. Alors, je vais d'abord vous parler des Intermittences de la mort de José Saramago. Donc José Saramago, c'est un écrivain portugais de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors c'est la première fois que je lis un auteur portugais. Voilà. Je connaissais absolument pas, sachant que Monsieur Saramago a été prix Nobel de littérature en 1998, ce qui est quand même pas trop mal qu'on se le dise. Après pour moi c'est pas forcément un critère, je veux dire je choisis pas mes auteurs en fonction des prix qu'ils ont pu recevoir, et pour tout vous dire j'ai même appris après la lecture de ce livre, en faisant mes recherches sur l'auteur, que il avait été prix Nobel. Donc voilà, je me suis dit ça tombe bien. Donc Les Intermittences de la mort, c'est un livre qui a été publié d'abord en 2005, voilà. C'est un livre alors qui est quand même assez particulier dans son histoire. Bon, je vais quand même d'abord vous raconter le synopsis. Donc, dans un pays sans nom, un événement extraordinaire plonge la population dans l'euphorie. Plus personne ne meurt. Mais le temps, lui, poursuit son œuvre et l'immortalité, ce rêve de l'homme depuis que le monde est monde, se révèle n'être qu'une éternelle et douloureuse vieillesse. L'allégresse cède la place au désespoir et au chaos, les hôpitaux regorgent de malades en phase terminale, les familles ne peuvent plus faire face à l'agonie sans fin de leurs aînés, les entreprises de pompes funèbres ferment, les compagnies d'assurance sont ruinées et l'État est menacé de faillite, et l'église de disparition, puisque sans mort, il n'y a pas de résurrection, et sans résurrection, il n'y a pas d'église. Donc chacun cherche alors la meilleure façon, ou la pire, de mettre fin au cauchemar de la vie éternelle, quitte à faire appel aux mafias, à passer des accords que la morale réprouve, ou à laisser la corruption gangréner la société. Jusqu'au jour où la mort décide de reprendre du service. Alors, mon avis sur ce livre. Déjà, je trouve que le sujet, c'est... Comment dire ? Personnellement, j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant dans son traitement. En fait, le livre est divisé en 2 parties assez distinctes. Donc d'abord, il y a quand même la première partie qui constitue la plus grosse moitié, qui parle effectivement du fait que dans un pays qui semble quand même assez ancré dans notre réalité, mais dont on ne connaît pas le nom, les personnes arrêtent de mourir. Mais au-delà des frontières, en fait, au-delà de ce pays, les gens continuent de mourir. Donc c'est uniquement à l'intérieur des frontières de ce pays-là, qui n'est pas nommé, que les personnes arrêtent de mourir. Donc il va y avoir une sorte de... comment dire, d'étude presque sociologique en fait, mais dans un traitement fictif, hein, je veux dire dans une écriture romanesque. Il va y avoir un traitement presque sociologique des conséquences de l'immortalité. Et comme dit voilà, dans le synopsis, c'est quand même l'immortalité, ça reste le premier rêve de l'homme. Voilà, on cherche toujours à aller plus loin, à dépasser, toujours à trouver une espérance de vie toujours plus élevée, notamment avec la science, voilà. Et du coup, ça va être voilà, le récit de toutes ces conséquences voilà, du fait que par exemple il va y avoir des gens qui ne supportent pas de voir leurs proches qui sont par exemple dans des phases terminales de maladies très graves ne pas mourir et du coup être dans des conditions de vie et des douleurs intenses sans répit en fait, sans fin. Du coup il y a des gens qui vont décider de traverser la frontière et à partir du moment où ils traversent la frontière, les personnes qui devaient mourir à cet instant-là meurent. Donc voilà, ça parle de l'implication de l'église, du gouvernement. Je trouve qu'il y a aussi eu... Alors, voilà, moi ça a été publié en 2005. Moi je l'ai lu en 2020.
avec le contexte qu'on connaît de pandémie mondiale, et je trouvais qu'il y avait certaines familiarités avec le contexte actuel, notamment avec voilà, les gouvernements qui se penchent sur... qui sont complètement désœuvrés, quoi. Un gouvernement qui est complètement désœuvré, qui essaye de passer des accords avec comment dire, les autorités scientifiques, les autorités aussi ecclésiastiques, parce que, comme dit dans le synopsis, l'Église a un réel impact en fait sur l'approche que nous, même si on est athée, hein, on vit quand même dans une société judéo-chrétienne, voilà, que nous, athées, on peut avoir de la mort, ça a un réel impact en fait sur notre vision de la mort, de l'au-delà, de ce que le corps devient ensuite après. Bon après voilà, ça c'est au bon vouloir des croyances de chacun. Mais voilà, j'ai trouvé que en tout cas le traitement de ce sujet était très intéressant, et la deuxième partie, c'est beaucoup plus fictionnel, j'aimerais dire. Non pas que la première partie ne l'est pas, hein, mais la deuxième partie est beaucoup plus romanesque, voilà. La deuxième partie est beaucoup plus romanesque parce qu'en fait, la mort va s'incarner dans un personnage. On va découvrir son caractère, comment elle fonctionne, qui elle est. Il met aussi bien un point d'honneur, l'auteur, c'est ça que j'ai apprécié, à prouver que le fait qu'on considère la mort comme un personnage féminin a son importance dans la manière dont on va percevoir les sujets féminins, les personnes féminines dans la société. Les deux sont intrinsèquement liés, et je trouve que, même s'ils parlent pas vraiment de ça, je trouve que en sous-texte, il peut y avoir ces implications-là. Donc moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, j'ai adoré notamment la prose, c'est, je trouve, une prose poétique incroyable, il y a énormément de vocabulaire, c'est très très riche en lexique. Et il y a des passages, même par exemple dans la première partie qui peut être un peu plus prosaïque, où il va vraiment parler des implications dans la société, hein, donc ça va parler de gouvernement, de mafia, de choses quand même assez prosaïques. Il va réussir à y insuffler une poésie que j'ai trouvée très bien placée en fait, et magnifiquement posée. Et voilà, je suis complètement tombée amoureuse de cette prose lyrique. J'ai adoré. Vraiment, je trouve qu'il essaye, malgré le sujet, malgré la lourdeur du sujet, d'insuffler une réelle... une réelle légèreté en fait, par la poésie, à nous faire comprendre que le plus important c'est pas forcément comment on perçoit la mort et essayer à tout prix de la vaincre ou de la repousser, mais plus d'essayer de percevoir la poésie dans absolument tous les sujets, et je trouve qu'il réussit admirablement bien son but en fait. Alors au niveau du style, personnellement je l'ai caractérisé, on va dire, dans ce qu'on appelle le réalisme magique. Alors si vous connaissez pas, qu'est-ce que c'est le réalisme magique? C'est un mouvement artistique qui est apparu en 1925 dans la peinture d'abord. Le réalisme magique, voilà, c'est un mouvement qui est apparu en 1925 et qui en fait prend à cœur de définir des éléments magiques, fictionnels, dans un cadre historique, géographique et sociologique, hein, ancré dans la réalité. Dans une réalité que nous, on connaît, à laquelle le lecteur peut s'apparenter, dans laquelle il peut se reconnaître dans sa vie de tous les jours, voilà. Il va y avoir des éléments magiques qui vont y être distillés, et qui vont avoir un impact, en fait, et qui vont changer ce cadre profondément naturaliste. Voilà. Donc, personnellement, je pense qu'on peut vraiment
le voir comme une critique du rationalisme, et je trouve que vraiment dans les intermittences de la mort, c'est vraiment ça en fait que José Saramago souhaite écrire, souhaite retranscrire. C'est vraiment la critique d'un rationalisme scientifique, ecclésiastique, gouvernemental, politique de notre société. Il souhaite vraiment critiquer ça, il le fait de manière assez vive quand même, hein, parce que on sent qu'il y a quand même certains passages qui sont d'une ironie plus que parlante, mais toujours avec cette poésie voilà, qui donne voilà, ce cadre un peu magique donc du coup, moi je trouve que c'est du réalisme magique. D'autant plus que le réalisme magique, c'est quand même un mouvement littéraire qui est surtout utilisé, bon, notamment vers le milieu du XXe, par des auteurs sud-américains ou espagnols et portugais. Voilà, donc voilà, moi j'ai trouvé que ça allait complètement là-dedans, donc je ne peux que vous recommander de lire Les Intermittences de la mort. Alors il est un peu long, mais honnêtement il se lit extrêmement bien, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours, à partir du moment où ça commence à devenir un peu lourd entre guillemets, quand il parle vraiment beaucoup de politique, etc., il arrive toujours à donner cette légèreté là, que poétique, hein, que j'ai beaucoup apprécié, et la seconde partie est beaucoup plus romanesque, donc voilà. Alors en second, je souhaite vous parler de Eleanor Oliphant is Completely Fine. Donc en français c'est Eleanor Oliphant va très bien. Donc c'est un livre que moi j'ai lu en anglais. Si vous avez un niveau d'anglais qui est correct, pas forcément excellent, il n'y a pas besoin, c'est ok. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'anglais... il n'y a pas besoin d'être bilingue quoi pour le lire. Moi je l'ai lu en 2 semaines en prenant mon temps, et c'est un pavé de 700 pages. Donc franchement ça va, il n'y a rien de compliqué. Donc comme je disais, c'est un roman du coup écossais, qui est le premier roman publié de son auteur, qui s'appelle Gail Honeyman, qui est une autrice du coup écossaise, et qui, dès la sortie de ce livre, qui est donc sa première publication, a reçu qui a été très salué par la critique, hein, tout simplement, qui a reçu notamment le prix Costa, je crois, du coup qui a été voilà, élu par les lecteurs comme une des meilleures lectures de son année. Donc voilà, déjà c'est un livre quand même, pour une première publication d'une autrice femme, voilà, on se dit, c'est sympa, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? J'en avais entendu parler quand même quelques fois, je l'avais vu passer sur Instagram plusieurs fois, j'en avais entendu parler aussi sur YouTube, et le sujet m'intriguait pas mal, je dois dire. Donc je vais vous lire le synopsis. Alors, Eleanor Oliphant est un peu spéciale. Dotée d'une culture générale supérieure à la moyenne, peu soucieuse des bonnes manières et du vernis social, elle dit les choses telles qu'elle les pense, sans phare et sans embâge. Fidèle à sa devise « mieux vaut être seule que mal accompagnée », Eleanor évite ses semblables et préfère passer ses samedis soirs en compagnie d'une bouteille de vodka. Rien ne manque à sa vie minutieusement réglée et rythmée par ses conversations téléphoniques hebdomadaires avec « Mommy », donc maman. Mais tout change le jour où elle s'éprend du chanteur d'un groupe de rock à la mode. Décidée à conquérir l'objet de son désir, Eleanor se lance dans un véritable marathon de transformation. Sur son chemin, elle croise aussi Raymond, un collègue qui, sous des airs négligés, va lui faire repousser ses limites. Car en naviguant sur les eaux tumultueuses de son obsession amoureuse et de sa relation à distance avec Mommy, Eleanor découvre que parfois, même une entité autosuffisante a besoin d'un ami. Alors, j'ai conscience que le synopsis, comme ça, peut paraître un petit peu cliché. Et c'est vrai, que au premier abord, ça paraît être ainsi. Mais en réalité, absolument pas. Parce que déjà, on parle quand même d'un personnage principal qui, pour moi, de ce que j'en sais,
a toutes les caractéristiques d'une personne appartenant au trouble, au spectre de l'autisme. Clairement. C'est une personne qui est très attachée à ses rituels quotidiens et hebdomadaires, qui n'y déroge sous aucun prétexte, qui a un monde intérieur extrêmement riche et qui est, comme dit dans le synopsis, complètement autosuffisante. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui, on l'apprend au fur et à mesure du livre, qui se traîne en fait d'immenses traumatismes liés à son enfance. Et du coup ça va vraiment parler de la construction en tant qu'adulte avec justement ces traumatismes qui nous proviennent de l'enfance, qu'on a tous à différentes échelles, hein, ça fait partie de la construction. Mais voilà, elle, en plus elle a une relation très particulière avec sa mère. Il s'est passé des choses dans son passé qu'on apprend pas de suite, mais que l'autrice distille avec beaucoup de tact, je dirais, au fil de l'œuvre. Et voilà, des personnages qui sont quand même très attachants, hein, je trouve que y a pas, comment dire, les personnages ne sont pas écrits d'une telle manière à ce qu'on va les adorer ou les détester, ou voilà, il y a aucune demi-teinte, il y a aucune tout blanc ou tout gris, justement, c'est tout en demi-teinte, et ça, je trouve que ça permet à chaque personne d'y trouver son compte en fait. Et ça se veut quand même assez réaliste dans ce sens-là. C'est comme dans la vraie vie, je veux dire, quand on rencontre quelqu'un, ça va pas être... Enfin, personne n'est tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a pas... Les décisions dans nos vies, c'est pareil, voilà. Et justement, je trouve que c'est un roman, entre guillemets, d'apprentissage, parce qu'elle apprend à faire face aux conséquences de ses actes, de ses choix. Il y a aussi toute une question vis-à-vis des ravages de l'alcool. Voilà, comme dit dans le synopsis, encore une fois, elle passe tous ses samedis soirs avec une bouteille de vodka seule, donc il y a quand même un alcoolisme qui est très très présent. Et je trouve que pour une autrice écossaise, d'avoir écrit ça, c'est quand même assez intéressant quand on sait que au Royaume-Uni, voilà, c'est quand même un peuple qui boit énormément. En France aussi, hein, qu'on se le dise, mais voilà. Et voilà, donc en fait c'est moins cliché que ce qu'on pourrait croire, et je trouve, enfin moi en tout cas personnellement j'ai été happée dès la première page. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, j'ai été très contente de le trouver à la bibliothèque, et j'étais dans les rayonnages et je me dis bon bah, voilà, je tombe dessus, on va voir, je vais juste lire par exemple la première ligne, c'est quelque chose que j'aime bien faire pour voir si le style va me plaire, etc. Si c'est quelque chose que j'ai envie de lire maintenant, parce que même si c'est des livres que j'ai envie de lire depuis peut-être longtemps, qui sont longtemps dans ma pile à lire, des fois juste le style, même si l'histoire va me plaire, le style va clairement m'indiquer que c'est pas le moment pour moi maintenant dans ma vie et je préfère attendre. Or là, j'ai lu la première ligne, j'ai été incapable de m'arrêter, j'ai lu les 2 premières pages, je me suis dit ok, je ferme, je le prends de suite parce que là je suis complètement rentrée dedans quoi. Et ça m'a pas fait un pli. Et j'ai adoré vivre avec ce livre, j'ai adoré suivre l'évolution de ce personnage qui peut être détestable, clairement sous certains aspects, hein, elle est clairement inadaptée socialement, hein, dans le sens où elle est très judgmental. Elle va beaucoup juger les autres sur leur apparence, sur leur manière de parler, elle va se sentir très supérieure en fait. Hein. Elle va trouver les autres un peu bêtes, voilà, mais ça s'adoucit au fur et à mesure. Et justement, il y a cette espèce de questionnement aussi sur le vernis social, sur les valeurs de l'amitié, comment on fait pour devenir ami avec quelqu'un, quelle est la différence entre amour et amitié. Même s'il y a forcément de l'amour dans l'amitié à mon sens, mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, et en ce sens j'ai trouvé que c'était un livre vraiment intéressant en fait. Vraiment intéressant, assez romanesque aussi, hein, qu'on se le dise, il y a quand même des péripéties qui donnent envie quoi. Et c'est ancré dans la société actuelle, donc voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne lecture et je vous conseille de le lire. Alors je sais pas du tout si jamais vous décidez de le lire en français,
J'ai pas du tout feuilleté la traduction, donc je saurais pas vous dire ce qu'elle vaut. En revanche, je vous conseille vivement de le lire en anglais si vous avez la foi, hein, évidemment, de vous taper un pavé de 700 pages en anglais. Mais encore une fois, la langue est quand même très accessible, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà. Et donc, mon troisième coup de cœur, c'est un livre qui s'appelle Le Dernier Ermite de Michael Finkel, qui a été un livre du coup publié en 2017 et dont l'auteur est en réalité à la base un journaliste américain. Voilà, c'est pas un écrivain per se, même si voilà, il a la double casquette évidemment, mais c'est quand même de base un journaliste. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'est l'histoire de ce bouquin, puisque ça parle, du coup, c'est l'histoire vraie, en fait, d'un homme qui a vécu seul dans les bois pendant 27 ans. Et rien que ça, moi, ça m'a complètement attirée, de suite, voilà. Donc je vais vous lire le synopsis. Encore une fois, donc l'histoire incroyable d'un homme qui a vécu seul pendant 27 ans dans les forêts du Maine. En 1986, c'était l'époque de Reagan et de Tchernobyl, Christopher Knight, donc un jeune homme intelligent et timide, décide de quitter la société des hommes pour vivre dans une solitude totale au cœur de la forêt du Maine au nord des États-Unis. Pendant près de 30 ans, il ne parlera à personne, fuira tout contact, apprenant à survivre au froid et à la faim grâce à son courage et à son ingéniosité. Pendant toutes ces années aussi, il réussira à s'introduire sans trop de dommages dans certains cottages pour trouver des vêtements, des livres, des piles, de la nourriture supplémentaire qui lui permettront de traverser sous sa tente les terribles hivers de cette région américaine jusqu'à son arrestation en 2014. Donc Michael Finkel, donc l'auteur, a été le seul journaliste auquel Christopher Knight a accepté d'accorder de nombreux entretiens. Un ouvrage qui n'est pas seulement un récit de survie, mais qui pose des questions fondamentales sur la solitude, la vie des ermites, la cohabitation avec la nature sauvage, le monde intérieur, les contrastes de notre société. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était un livre... Alors déjà c'est un livre que j'ai dévoré, il fait 250 pages à peu près. Je l'ai dévoré en à peine 2 jours. Voilà, à partir du moment où j'ai commencé à le lire, j'ai été complètement absorbée et j'ai vécu avec pendant 2 jours. C'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien, parce que justement il pose des questions, voilà, sur à quel point on peut être amené à se sentir différent en fait, de la société, dans des normes en fait, des carcans que la société nous impose. À quel point aussi c'est important de se sentir différent, mais ça parle aussi évidemment des extrémités en fait, que ça peut amener, jusqu'où on peut aller par ce sentiment de différence là. Par rapport à aussi, je trouve que c'est intéressant de souligner que je l'ai lu quand même en 2020, dans un contexte de pandémie mondiale, et je crois que c'est vraiment une lecture dont j'avais besoin, comme une espèce de retour aux sources en fait. Lire cette œuvre dans laquelle un homme, qui est une histoire vraie en plus, hein, c'est pas du tout une fiction, dans laquelle un homme se retire complètement de la société et il vit en marge, voilà, il vit dans une tente, seul, dans une forêt, alors qui est quand même assez proche de la société. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était quand même aberrant à quel point il vivait proche d'un village et qu'il laissait quand même des traces, hein, voilà, il allait voler de la nourriture, des livres, etc. Toujours dans le respect, hein, si on peut appeler ça le respect des autres. C'est-à-dire qu'il pillait pas tout ce qu'il pouvait, quoi. Il essayait de faire en sorte que ce soit toujours un minimum conscientisé et raisonnable. Mais il vivait quand même à peine 10 km de la société des hommes, quoi. Et dans une forêt où il y avait des gens qui s'y promenaient régulièrement. Et le gars, il a vécu de 86 à 2014, quoi. Personne n'a jamais rien vu.
c'est quand même ahurissant à quel point, je trouve, ça prouve que on est complètement, mais nombriliste quoi, on se préoccupe uniquement de nous-mêmes. Alors effectivement, lui, ça l'a arrangé puisque c'était son souhait, mais voilà, après, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un retour aux sources quand même très intéressant. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, ça a été une bouffée de fraîcheur. Après voilà, moi j'aime beaucoup en général lire des récits d'ermites, j'aime beaucoup en général les personnages solitaires. C'est quelque chose, voilà, moi qui me fait du bien parce que je suis moi-même, donc voilà, c'est quelque chose c'est une chose dans laquelle je me reconnais. Après, peut-être pas en tant qu'ermite, hein, clairement je ne le suis pas, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai des livres, je me maquille, j'ai des habits, enfin voilà, propres, etc. Donc je ne suis pas du tout ermite, mais je peux avoir quand même un certain côté, moi personnellement, dans ma personnalité, assez oui, très très solitaire et ça me dérange pas d'être seule pendant une semaine sans parler ni voir personne. Donc voilà, mais j'ai trouvé que c'était intéressant aussi parce que c'est écrit du coup du point de vue d'un journaliste, donc il n'y a pas du tout de romantisation ni du personnage ni de son histoire, et j'ai trouvé en ça que c'était un récit vrai en fait, qui se veut objectif, hein, mais comme tout un chacun le sait, l'objectivité n'existe pas. Euh, mais on sent quand même qu'il y a que l'auteur Michael Finkel s'est entiché hein, d'une certaine manière du personnage. Il cherchait absolument à lui écrire tout le temps, une fois qu'il a su, hein, mais voilà, le Christopher Knight refusait de. À un moment donné, a refusé complètement de poursuivre ces discussions épistolaires avec l'auteur, puisque voilà, lui, s'il s'est retiré du monde, c'est que c'est bien ce qu'il dit dans le livre, hein, que c'est parce qu'il avait rien à dire en fait, à personne, qui s'était toujours senti en marge de tout le monde, qui comprenait pas, voilà. Je pense qu'il y a quand même, et d'ailleurs à un moment donné c'est dit dans le livre, de grosses chances pour que cette personne fasse partie, encore une fois, du spectre autistique. Non pas qu'à partir du moment où t'aimes être ermite, tu l'es obligatoirement, mais lui, dans sa manière de fonctionner, de voir les choses, et tel qu'il est décrit, effectivement, il y a de grandes chances pour que ce soit le cas. Voilà, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre encore une fois, comme les deux autres dont j'ai parlé tout à l'heure, tout simplement parce que je trouve que, vu la période dans laquelle on vit, je trouve que c'est intéressant, ça peut mettre pas mal de choses en perspective vis-à-vis de la société, de nos constructions en fait sociétales, hein, et de la dissonance qu'il peut y avoir entre notre propre monde intérieur et ce qu'exige la société de nous comme en tant que performance, pas uniquement de performance en termes de chiffres, mais en termes de performance humaine, voilà. Parce qu'on est amené en fait dans la société à performer sans arrêt, hein, que ce soit en face des autres. Moi là je suis en train de performer devant vous à la caméra, c'est quelque chose qui est constant. Et voilà, et là je trouve qu'il y a une réelle remise en question de tout ça, et c'est traité je trouve de manière juste. Voilà, donc moi c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien, et notamment voilà, dans cette période actuelle. Voilà, donc c'était mes 3 coups de cœur de l'année 2020. Dites-moi vous ce que vous avez lu en 2020, quels ont été vos coups de cœur. Dites-moi si vous avez lu aussi un des 3 bouquins, ou les 3, dont je viens de parler, ce que vous en avez pensé, si on peut échanger ensemble là-dessus et tout, ça serait cool, ça me plairait beaucoup. Et voilà, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Salut!